Chers amis, bonjour et quel bonheur d'enfin vous retrouver depuis le quartier général de 7 jours sur Terre. Après des mois de tension entre Israël et le Hezbollah, il semble que les choses ont finalement atteint le point de rupture. C'est une histoire qui relève presque de la science-fiction, des milliers de téléavertisseurs qui explosent simultanément partout à travers le Liban. C'est la panique. Les blessés se comptent par milliers, incluant plusieurs civils, alors que les services d'urgence sont rapidement saturés. La confusion est totale. Il semble que dans une opération aussi ambitieuse que terrifiante, les services secrets israéliens ont réussi à infiltrer la chaîne d'approvisionnement pour fournir aux membres du Hezbollah des appareils de communication truqués et bourrés d'explosifs. Et pendant qu'on se demande encore comment une telle chose a pu être possible, à peine 24 heures plus tard, des milliers de radios explosent simultanément, tuant et blessant encore des milliers de personnes, des membres du Hezbollah certes, mais aussi des enfants, des innocents, ayant commis le crime odieux d'avoir été au mauvais endroit, au mauvais moment. L'impact psychologique est considérable. On comprend rapidement qu'une opération aussi complexe et audacieuse a dû prendre des années à préparer et qu'Israël attendait seulement le bon moment pour mettre son plan à exécution. Et justement, ça nous amène à poser une question très sérieuse. Si Israël a réussi à infiltrer, probablement à écouter les communications du Hezbollah à travers un coup de magie noire, alors c'est un atout immense, une véritable carte cachée à jouer seulement au bon moment. Pourquoi jouer cette carte maintenant? Il semble qu'Israël prépare quelque chose de beaucoup plus gros. Pour certains, Israël tente délibérément de prolonger et d'escalader la guerre afin d'avancer son propre agenda. Mais pourquoi? Les amis, aujourd'hui, je vous propose une analyse en profondeur de tout ce qui se passe dans la région afin de mieux comprendre les motivations derrière le calcul israélien. On va expliquer de manière simple et directe les intérêts d'Israël, ceux des acteurs de la région et les réalités pragmatiques qu'on doit considérer. Vous le comprenez, c'est un thème polarisant qui touche des points controversés. Il faut donc se montrer lucide, froid, et toujours séparer ce qu'on veut de ce qu'on voit. La géopolitique, c'est pas une activité militante, c'est un champ d'étude, une extension de la science. La vérité est parfois brutale. Et cette fois, elle nous annonce rien de moins qu'une guerre totale avec le Hezbollah menant à une invasion et une occupation du Liban par Israël. Bienvenue à 7 jours sur Terre. Cette vidéo est offerte en collaboration avec notre partenaire Emma Matelas. C'est toujours un plaisir de travailler avec des marques de confiance et là-dessus, Emma Matelas est une vraie référence. En fait, je possède moi-même 3 de leurs matelas et n'allez surtout pas leur dire, mais je pourrais probablement les vanter gratuitement. Vous l'aurez compris, Emma Matelas propose des lits, des couettes, des matelas et tout le nécessaire pour un sommeil de qualité. J'ai découvert Emma la première fois qu'ils nous ont sponsorisés. Pour ma part, c'est le matelas original le plus vendu en France 2 années de suite. Et si j'avais su que ça pouvait être aussi simple de mieux dormir, aucun doute que je l'aurais fait avant. Les matelas Emma ont une mousse de mémoire de forme pour un soutien et un confort primé. Et en plus, vous pouvez les essayer jusqu'à 100 nuits avant de les retourner sans frais. Bien dormir, c'est primordial pour être productif et surtout pour être de bonne humeur. Donc, pour aider au sommeil, Emma Matelas propose des accessoires tels qu'un surmatelas pour améliorer votre lit actuel, une couette chaude pour l'hiver ou encore un oreiller confortable. Et tout ça à moindre frais. Non seulement la livraison est gratuite et rapide, mais chers amis canadiens, Emma Matelas est également disponible chez nous. Emma permet à tous de dormir en paix, avec 10 ans de garantie, des retours gratuits et des offres intéressantes pour la saison. C'est le moment d'investir dans son sommeil jusqu'au 8 octobre en utilisant le code TERRE, T-E-R-R-E. Vous obtenez 10% de rabais additionnel cumulable sur les offres déjà existantes. Suivez le lien en description et utilisez le code TERRE pour investir dans un sommeil de qualité. Alors, posons d'emblée la question taboue. Pourquoi Israël voudrait-il escalader le conflit actuel, quitte à risquer une guerre régionale? En fait, la réponse est relativement simple. C'est qu'il serait dans son intérêt de le faire. Pour expliquer cette affirmation, il est important de prendre beaucoup d'altitude et d'examiner la géopolitique du Moyen-Orient à vol d'oiseau, car tout est une question de contexte, en exposant les intérêts profonds de chacun des acteurs impliqués. Alors soudainement, on voit clairement les éléments qui composent le calcul israélien. On parle souvent d'un concept appelé les intérêts supérieurs de la nation, soit les intérêts permanents et nécessaires à la survie d'un État. Pour Israël, depuis 1948, la principale menace à la survie de l'État
c'est bien sûr l'hostilité de la région et la précarité de la situation sécuritaire. On peut débattre toute la journée de qui a tort et qui a raison dans ce débat historique, mais la réalité stratégique demeure la même. Israël est entouré de pays qui lui sont hostiles. Ainsi, depuis la naissance du pays, l'intérêt premier et la tâche la plus importante des premiers ministres israéliens a toujours été de modifier l'environnement de sécurité autour d'Israël afin qu'il soit plus favorable et plus prévisible. C'est un projet national à long terme, sans véritable échéancier et dont la progression dépend largement des circonstances. Il s'agit de savoir ce qu'on veut et comment y arriver pour ensuite avancer ses pions à chaque fois qu'une opportunité se présente. Dans le cas d'Israël, ça passe par tout un éventail de méthodes, incluant la subversion, les opérations clandestines, l'action directe, l'espionnage, la diplomatie ou le lobby des classes politiques. Tout ça, bien sûr, mais aussi, ça passe par une lecture active de la région et du contexte afin d'identifier le bon moment pour employer la force militaire. Soyons clairs, il n'y a jamais vraiment de bon moment pour faire la guerre. C'est toujours une tragédie ruineuse avec des coûts, des risques et des conséquences énormes. Or, il est tout à fait possible qu'il émerge une courte fenêtre d'opportunité où les coûts, les risques et les conséquences de la guerre sont en apparence réduits par des circonstances favorables. Et c'est exactement ce qui nous amène à la situation actuelle. Quand on regarde le contexte régional de manière absolument froide et lucide, on constate que les circonstances sont hautement favorables pour qu'Israël avance ses pions au Moyen-Orient. Il ne faudrait pas se surprendre si Tel Aviv cherche à profiter de la fenêtre étrange qui vient de se présenter. En gros, partout où on regarde, les opposants et les contrepoids habituels de l'État d'Israël sont paralysés par des raisons de toutes sortes. Commençons avec l'Iran, par exemple. C'est pas un secret. En temps normal, l'Iran et son réseau d'alliés constituent la plus grande menace aux intérêts israéliens. À travers le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban, des milices en Syrie ou même les Houthis au Yémen, le régime iranien utilise des proxys pour s'attaquer à Israël. C'est ce que les Iraniens appellent l'axe de la résistance. À travers des armes et du financement, l'Iran est en mesure de projeter son influence, de frapper Israël indirectement et d'organiser une guérilla perpétuelle contre les intérêts israéliens. Stratégiquement, c'est une idée brillante. Mais encore mieux, le soutien militaire de l'Iran a un effet dissuasif puissant qui force Israël à y penser à 2 fois avant de lancer une opération militaire, puisqu'il a toujours le potentiel d'une escalade majeure exacerbée par l'implication de l'Iran. Du moins en temps normal. Car en ce moment, l'Iran cherche activement à se rapprocher de l'Occident afin de négocier la levée des sanctions étouffantes imposées contre elle, visant notamment son programme nucléaire. Pour dire les choses telles qu'elles sont, les sanctions contre l'Iran sont si contraignantes que le régime est carrément désespéré et prêt à tout pour négocier. En fait, rappelez-vous la mort récente du président iranien de la ligne dure, Ibrahim Raisi, tué dans un accident d'hélicoptère. Bien, pour le remplacer, les Iraniens viennent d'élire Massoud Pezeshkian, un nouveau président provenant de l'aile modérée, qui a fait de la levée des sanctions contre l'Iran le thème principal de sa campagne. Pour ministre des Affaires étrangères, Pezeshkian a même nommé celui qui a négocié l'entente avec les États-Unis en 2015. Disons que la situation est un peu délicate. Pour se rapprocher de l'Occident et surtout des États-Unis, l'Iran doit se montrer extrêmement prudent, sage et toujours éviter de tomber dans le piège en contribuant à une escalade. Car soyons sérieux, les Israéliens ne veulent rien savoir d'une levée des sanctions sur l'Iran, encore moins d'une capacité nucléaire pour Téhéran. Ils sont parfaitement confortables dans un monde où l'Iran est pauvre, sanctionné et isolé. S'ils peuvent trouver un moyen de pousser l'Iran à se commettre juste assez pour saboter les négociations et s'auto-disqualifier, ce serait une véritable bénédiction. Bon, si le régime iranien a bien des défauts, il n'est pas stupide. Jusqu'ici, il refuse de tomber dans le piège alors qu'Israël sort de son chemin pour l'impliquer dans le conflit. Israël a bombardé le consulat iranien en Syrie, assassiné le chef du Hamas en pleine capitale iranienne le jour de l'inauguration de Pezeshkian. À chaque fois, la réaction iranienne a été configurée de manière à empêcher une escalade. Pour le Hamas et le Hezbollah, ça veut dire une chose, si la marge de manœuvre de l'Iran est limitée, alors nécessairement, ça limite aussi leurs options. Sans un appui fort de l'Iran, ils sont tout simplement incapables de mener une campagne prolongée et intensive face à l'armée israélienne. Et ça, Israël est parfaitement au courant.
Avec l'Iran menotté, le Hezbollah et le Hamas sont essentiellement laissés à eux-mêmes et placés dans une position de vulnérabilité extrême. Voilà donc une circonstance unique et rare, permettant à Tel Aviv de porter un coup dur à l'influence iranienne, au Hamas et au Hezbollah, sans avoir à craindre l'intervention de l'Iran et l'éclatement d'une guerre régionale. Déjà, sur le plan militaire, le Hamas est à toute fin pratique neutralisé, ou du moins, sa capacité opérationnelle est largement réduite. Voilà une chose de faite pour les intérêts stratégiques d'Israël, une étape de plus vers le contrôle effectif de la bande de Gaza. Et pendant que le fer est chaud, pendant que l'Iran est sur les marges, pendant que le nord d'Israël est déjà évacué et vidé de sa population en raison des échanges de tirs avec le Hezbollah, alors pourquoi pas en profiter pour envahir le Liban et porter un coup sévère au Hezbollah? Les stratèges israéliens ont déjà déterminé il y a très longtemps que l'accomplissement de l'agenda stratégique à long terme passe nécessairement par une guerre contre le Hezbollah. Et puisqu'ils estiment que cette guerre est nécessaire et inévitable, alors aussi bien la faire maintenant, pendant que les astres sont alignés pour Israël. Après tout, la pire chose qui peut arriver, c'est une intervention de l'Iran, ce qui voudrait dire qu'elle est tombée dans le piège. Et en toute sincérité, il y a une limite à ce que l'Iran peut faire de toute façon. Je sais que certains voient l'Iran comme la puissance de l'ombre, la bête dangereuse qu'il faut surtout pas réveiller. Mais la réalité est beaucoup moins romantique. Le fait est qu'en dehors d'attaques ciblées à travers le Hamas, le Hezbollah ou d'autres groupes armés sous son parapluie, l'Iran a des options limitées contre Israël. Une guerre terrestre relève de la folie. Et même si l'Iran était complètement fou, avec la présence américaine en Irak et en Syrie, impossible ne serait-ce que de se rendre jusqu'à Israël. Ensuite, la dernière fois que l'Iran a essayé de frapper Israël avec des missiles et des drones, non seulement ils ont été largement interceptés par la défense israélienne, mais encore plus, la Jordanie a elle-même déployé ses propres avions de chasse pour intercepter les projectiles iraniens au-dessus de son territoire. La région entière semble avoir normalisé la crise palestinienne et donc résisté à une escalade conséquente. En fait, la dernière fois qu'on s'est parlé dans une vidéo, c'était justement pour évoquer la nature paralytique du Moyen-Orient depuis le passage de Donald Trump à travers ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Trump a essentiellement convaincu un nombre de pays opposés à Israël de regarder dans l'autre direction en échange d'un ensemble de cadeaux politiques, économiques et militaires. Le Maroc a reçu le Sahara, donc il regarde ailleurs. Le Soudan a été retiré de la liste des États terroristes, donc il regarde ailleurs. Les Saoudiens veulent un programme nucléaire, une promesse de défense, donc ils regardent ailleurs. La Jordanie, le Bahreïn, les Émirats arabes unis. Personne n'est prêt à sacrifier ses cadeaux pour dénoncer Israël au nom de la cause ou de la fraternité. C'est chacun pour soi. En fait, il y a un seul pays qui veut voir le Hezbollah expulsé du Liban encore plus que le veut Israël, eh bien, c'est l'Arabie saoudite. Les Saoudiens et les Iraniens sont des rivaux stratégiques qui s'affrontent sur plusieurs fronts, incluant au Liban, alors que les Saoudiens sont alignés avec le gouvernement au nord et que les Iraniens sont alignés avec le Hezbollah au sud. Ainsi, aucune chance que les Saoudiens ne lèvent le petit doigt pour empêcher Israël de purger le Liban de l'influence iranienne. Au contraire, ils vont s'en frotter les mains. Même chose en passant pour plusieurs États arabes. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. La Syrie, un allié historique de la cause palestinienne et du Hezbollah, pourrait très bien essayer de voler au secours de ses partenaires. Or, la Syrie est elle-même au beau milieu d'une guerre civile qui s'éternise alors que son territoire est occupé par les Russes, les Kurdes, les Américains, les Turcs, occupé par tout le monde et sa grand-mère. En fait, les forces israéliennes peuvent déjà opérer en Syrie en toute impunité, comme si c'était une extension de leur propre territoire. Seulement depuis le début de la guerre, plus de 180 raids aériens ont été lancés contre les territoires syriens par Israël sans véritable conséquence. Bref, la Syrie en a déjà plein les bras, incapable de protéger son propre territoire. Donc, oubliez tout de suite l'idée d'un affrontement majeur avec Israël. Et pour aller encore plus loin, on pourrait dire que le Hezbollah lui-même est actuellement en posture de faiblesse. Car bien sûr, l'Iran brille par son absence, mais encore plus, il est important de comprendre que le Hezbollah est d'abord et avant tout une organisation politique dotée d'une aile armée. Ce que ça veut dire, c'est que le Hezbollah doit maintenir un appui populaire et rester attentif aux désirs des Libanais. Face à une crise socio-économique sévère qui ne cesse de s'aggraver, la dernière chose dont a besoin le Liban, c'est d'une guerre totale avec Israël. En fait,
C'est en grande partie pourquoi le Hezbollah est resté relativement passif et spectateur depuis le début de la guerre. Certes, il fait acte de présence, mais très conscient des circonstances, il calcule ses gestes pour éviter une escalade qui serait clairement favorable à Israël. Stratégiquement, depuis la perspective israélienne, il semble que tous les feux sont ouverts pour une invasion et une occupation du Liban. Politiquement, les circonstances sont aussi fertiles pour Israël, car depuis le remplacement de Joe Biden par Kamala Harris dans la course présidentielle américaine, Washington se retrouve sans véritable leadership, créant une étrange impasse politique et une fenêtre d'opportunité pour Israël. Encore plus, l'éléphant dans la pièce, c'est l'influence du lobby pro-israélien sur la politique américaine. Dans un contexte de course présidentielle déjà très serré, autant Donald Trump que Kamala Harris et Joe Biden ont tous un intérêt majeur à se présenter comme des amis indéfectibles d'Israël. N'attendez pas une dénonciation de la part de Washington avant des mois. En temps normal, les leaders américains ont déjà une marge de manœuvre limitée face à Israël. En contexte électoral, elle disparaît complètement. En fait, mes amis, arrêtons de jouer dans cette mauvaise pièce de théâtre et soyons sérieux. Le secret de Polichinelle, c'est que les États-Unis, eux-mêmes, veulent se débarrasser du Hezbollah et de l'influence iranienne au Liban, puisqu'ils sont entièrement commis à la sécurité israélienne depuis des décennies. Ils savent très bien que tout ce que fait Israël pour sécuriser ses frontières, c'est quelque chose de moins à faire pour Washington. En fait, en 2006, la dernière fois qu'Israël a envahi et occupé le Liban, l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, John Bolton, a publiquement avoué que dans les coulisses, les États-Unis ont délibérément ralenti le processus de négociation pour un cessez-le-feu afin de permettre à Israël de finir le travail avec le Hezbollah. Bolton a dit que Washington a soutenu un cessez-le-feu seulement lorsqu'il est devenu clair que la campagne israélienne n'allait nulle part. Et ça, j'en suis sacrément fier, ajouta Bolton. Bref, faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision lorsqu'il est question d'enjeux de cette envergure. N'oubliez jamais que ça, c'est de la politique. Ça, c'est de la géopolitique. Maintenant, si on reconnaît que le contexte est effectivement favorable pour qu'Israël avance ses pions, alors ça nous amène à la question suivante. Pourquoi envahir le Liban? Quelles sont les motivations exactement? En fait, c'est simple. En gros, Israël veut profiter de la fenêtre d'opportunité pour améliorer son environnement de sécurité de manière durable, frapper le Hezbollah pendant qu'il est vulnérable afin d'affaiblir ou même neutraliser une tentacule de l'Iran. Depuis le début du conflit, le nord d'Israël est essentiellement inhabité alors que les civils ont été évacués en raison des échanges de tirs avec le Hezbollah sur la frontière. Même chose du côté libanais d'ailleurs. Maintenant, Netanyahou fait d'un objectif de guerre officiel le retour à la maison des civils évacués. Si on lit entre les lignes, on comprend qu'Israël va tenter de repousser la zone tampon plus profondément en territoire libanais afin de créer une zone de sécurité contrôlée par l'armée israélienne et retirée seulement en échange de concessions majeures. Et nous voilà donc à une occupation militaire du Liban, comme en 82, comme en 2006. Une occupation coûteuse, risquée, mais perçue comme nécessaire par l'état-major israélien, qui estime qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Les pénalités, normalement imposées par l'éclatement d'une guerre, ont déjà été absorbées par Israël via la campagne de Gaza. Le choc financier, le choc diplomatique, la mobilisation, le choc politique et sociétal. Encore mieux, le nord du pays est déjà vidé de sa population. Ainsi, puisque le prix d'entrée pour la guerre a déjà été payé, alors aussi bien en avoir pour son argent. Au fond, c'est ce qui caractérise l'histoire d'Israël, saisir ces courtes fenêtres d'opportunités créées par les circonstances pour sécuriser des gains stratégiques majeurs et quasi permanents que la région entière passe ensuite 20 ans à essayer de remballer. C'est 48, c'est 67, 73, 82, c'est une suite de fenêtres stratégiques qui ont bâti le Moyen-Orient qu'on connaît aujourd'hui. Et finalement, surtout, pour le premier ministre israélien Netanyahou, prolonger la guerre, c'est une question de survie politique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la politique israélienne est hautement fracturée, avec plusieurs partis qui doivent former des coalitions pour gouverner. Et depuis des mois, la coalition qui compose le gouvernement de Netanyahou menace de s'effondrer à la première opportunité. La fin de la guerre annonce donc non seulement la fin de la carrière politique de Netanyahou, mais aussi
L'heure de la reddition de comptes. Il y aura des enquêtes, des scandales, peut-être des accusations. Pourtant qu'Israël est en guerre, il n'y aura pas d'élection. Et Netanyahou pourra repousser à plus tard sa date d'expiration politique. S'il s'accroche, c'est qu'il sait qu'il est encore possible de changer le récit et que la manière dont il sera perçu après la guerre dépend largement de la posture stratégique dans laquelle il laissera le pays. Aux yeux d'un stratège israélien, Netanyahou a réussi à normaliser la guerre sur Gaza. Plus personne n'en parle. Il réussit maintenant à normaliser une occupation militaire du Liban. Alors il laisse Israël dans une posture de surpuissance, avec un contrôle total sur ses frontières. Et au fond, aux yeux des intérêts supérieurs de la nation, c'est la seule chose qui compte vraiment. J'espère tellement me tromper. Je crois sincèrement que ce qui se prépare, c'est une nouvelle invasion et occupation du Liban que personne ne pourra stopper. Chers amis, c'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À très bientôt. Si vous croyez que ce qu'on fait est important et que vous voulez un regard lucide et différent sur la géopolitique et les grands enjeux, vous pouvez devenir membre exclusif de 7 jours sur Terre et débloquer l'accès à une émission de plus d'1 heure à chaque semaine pour seulement $1 ou €1 par mois. On revient sur l'actualité internationale, sur les tendances mondiales, dans un format chaleureux et décontracté. En terminant, n'oubliez pas le lien dans la description pour profiter de l'offre exclusive de Emma Matelas et des prix réduits durant les French Days. Utilisez le code TERRE pour une réduction de 10% additionnelle et faites-vous le cadeau d'un sommeil réparateur.